Parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre présence. Merci évidemment à l'école Montpellier Management qui nous accueille cet après-midi pour ce colloque sport des voies civiles. Je me présente brièvement, Marion de Tranchant, je suis une ancienne volieuse de sport de haut niveau, journaliste depuis près de 15 ans, rédactrice en chef adjointe à Via Occitanie Montpellier, la télévision régionale. Et c'est donc moi qui vais animer cet après-midi ce colloque passionnant sur le sport, outil de développement économique du territoire à perspective 2025. Il fera l'objet d'une table ronde vers 17 h. Avant cela, une nouveauté, la remise d'un prix littéraire, le premier prix Sport Livre, créé en partenariat avec le Centre méditerranéen de littérature. 2 tables rondes donc pour environ 2 heures de discussion avec des invités prestigieux. Je serai accompagnée de 2 étudiants de Montpellier Management, Gauthier Mar et Barthélémy Girin, c'est la génération 2024. Ils vont poser des questions à nos invités. Bonjour à tous les deux. Les questions du public interviendront traditionnellement en fin de conférence. N'hésitez pas à tweeter, faire des stories Instagram, poster des choses sur Facebook avec les hashtags Voix Civile, Colloque Sport, Prix Sport Livre. Je compte sur vous. Voilà donc pour le programme. Pour l'heure, je vous demande évidemment d'accueillir ceux sans qui ce colloque évidemment n'aurait pas eu lieu. Le président de l'université, monsieur Philippe Auger. Madame la présidente de Montpellier Management, Marie-Christine Litchley, venez me rejoindre. Et le président des voies civiles, monsieur Christophe Carniel, qui nous expliquera évidemment pourquoi il a décidé d'organiser ce colloque. Bonjour à tous les trois. Vous pouvez vous asseoir, monsieur le président, pour quelques petits mots d'introduction. Merci, je pense qu'on va rester peut-être debout parce que ça va être bref. Si on s'assoit, le confort risque de nous amener à faire un discours trop long. Donc, très heureux de vous accueillir, mesdames, messieurs, ici dans ces locaux de l'Université de Montpellier, de l'Institut Montpellier Management et de la Maison de Suzanne Richter. Alors, très heureux parce que cette Université de Montpellier, eh bien, je dirais qu'elle embrasse bien évidemment les thématiques sportives de par l'UFR STAPS, qu'elle a donc en son sein, de par également donc, des sportifs de haut niveau, qu'elle a parmi ses étudiants et parmi ses enseignants. Par exemple, nous avons parmi les effectifs de la maison Romain Barras, qui a été donc champion d'Europe de décathlon. Donc c'est également pour l'université eh bien un étendard donc de la visibilité du corps enseignant. Également donc cette université eh bien elle a certes donc des formations sportives, elle a des enseignants qui sont thématiques du sport et puis elle a des formations qui sont adossées au sport. Et le fait de vous accueillir aujourd'hui ici sur ce site avec donc MoMA, Montpellier Management, donc les suggestions, eh bien traduit bien la diversité des formations qui sont offertes, parce que le management, ce n'est pas simplement le management classique, on l'entend, mais c'est également le management des structures, des infrastructures, et donc il y a des diplômes en son sein. Le sport, outil de vecteur ou vecteur de développement économique, outil de développement économique, c'est donc évident parce que eh bien, le sport attire d'abord des étudiants. Les étudiants, c'est aussi un pouvoir d'achat. Les étudiants, il faut qu'ils se logent. Donc, c'est le premier élément. Les événements sportifs attirent donc des publics diversifiés. Donc, ça peut être bien évidemment la question donc, du tourisme, la question également des équipements. Les équipements, parce que si on veut faire du sport, il faut investir. Or là, eh bien, l'avantage, c'est que les investissements dans les infrastructures sportives ne sont pas des investissements délocalisables, c'est bien sur le site. Donc il y a aussi un levier de développement économique pour toute une série d'entreprises. Bien évidemment, puisque vous êtes du monde des médias, eh bien, ça attire aussi d'autres éléments, journalistes, publics diversifiés. Donc ça aussi, c'est à mettre en évidence. C'est dans une région comme Montpellier, où heureusement ou malheureusement, peut-être malheureusement en termes d'industrie lourde, mais heureusement en termes de qualité de vie, de qualité paysagère, eh bien l'industrie n'a pas été très présente. Eh bien, il faut diversifier les éléments justement de développement économique. Alors, le tourisme est un de ces éléments, mais Montpellier, la métropole de Montpellier, par la diversité de ses activités sportives, eh bien, montre bien que le sport à Montpellier est un élément de développement, mais également un élément de visibilité et d'identification. Donc, c'est une thématique aujourd'hui qui est à la croisée des chemins, de développement économique, mais également de formation, d'employabilité.
et également de qualité de vie. Donc je ne serai pas plus long. Merci Christophe pour cette heureuse initiative d'avoir pris, donc d'organiser cela dans les locaux d'université. Merci Marie-Christine pour faire en sorte que MoMA contribue, donc certes avec ses formations à management, à l'ouverture donc vers de nouveaux métiers, notamment vers la gestion d'infrastructures sportives ou la gestion également en milieu sportif. À vous toutes et à vous tous, très bons travaux. Je ne pourrai pas rester longtemps parce qu'un point d'université, ça fait aussi autre chose. Et donc, je vais inaugurer une manifestation maintenant en chimie à l'autre bout de Montpellier. Donc, la chimie et le sport peut-être, mais je pense que ça sera peut-être plus risqué pour moi. Très bons travaux et au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole tout de suite à Madame Marie-Christine Litschler. Ah ben, c'est parfait. Vous avez déjà un micro. Alors. Bonjour et bienvenue à Montpellier Management pour ce colloque. Colloque dont la thématique correspond parfaitement aux actions de Montpellier Management. Les territoires sont effectivement importants pour nous puisque nous cherchons à créer des liens avec le tissu économique local, notamment par la professionnalisation. Cela se traduit notamment par l'apprentissage, puisque nous avons à Montpellier Management plus de 500 apprentis sur 4000 étudiants. Cela se traduit également par des formations à destination des professionnels, puisque nous avons des formations exécutives. Cela se traduit également par l'intervention de professionnels dans nos enseignements. Alors c'est vrai qu'à Montpellier Management, nous avons 40 formations qui vont de la licence jusqu'au doctorat et nous avons plus de 600 intervenants professionnels qui viennent et illustrent par leur expérience finalement ce qu'est le management dans leur quotidien. Donc, colloque dont les thématiques sont proches également par le sport, puisque nous proposons des formations dans le domaine du management du sport. En particulier, nous avons un master management du sport et des loisirs. Nous avons un master également marketing, innovation et territoire, qui travaille également sur le lien entre sport et territoire. Et nous allons ouvrir à la rentrée prochaine un diplôme universitaire management du sport. Et enfin, proximité par la recherche, puisque nous avons des enseignants-chercheurs qui travaillent en termes de recherche sur le sport et le tourisme. Donc, je souhaite remercier déjà Voie Civile et en particulier Christophe Carniel pour l'organisation de ce colloque. Merci également à Arnaud Maes qui a coordonné la partie ici à Montpellier Management. Merci au service Affaires Générales, Communication qui s'est beaucoup impliqué. Et également merci aux étudiants. On a 2 étudiants ici. Il y en a d'autres également qui ont permis l'organisation de ce colloque. Bonne soirée en tout cas à vous tous. Merci Madame Litschler. Christophe, un petit mot évidemment. Pourquoi peut-être l'organisation d'un tel événement? Oui, bonjour à tous. Marion, si tu permets, avant de répondre à la question, c'est peut-être à mon tour de remercier Monsieur le Président de l'Université et Madame la Directrice de nous accueillir dans ce formidable amphithéâtre. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde. Et puis le service communication, et puis le service technique qui est là-haut, puis les étudiants, enfin tous les gens qui ont contribué à faire en sorte qu'on puisse organiser avec nos petites mains ce colloque aujourd'hui. C'est beaucoup de préparation. C'est notre premier, donc on a peut-être encore quelques éléments à améliorer, mais globalement, on est déjà très satisfait. De par le plateau, je pense que là aussi on peut remercier les intervenants. Madame la Ministre, je suis ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Des 4 autres intervenants de prestige, je pense qu'on va avoir un débat autour de ce fameux développement économique du sport, autour du sport à horizon 2025. Le 2025, c'est un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, vous doutez bien que c'est un an après le déroulé des Jeux Olympiques 2024 en France. Peut-être 2 mots également sur le think tank Voie Civile, parce que je pense que vous vous demandez tous peut-être qui est ce think tank. Alors sachez qu'il y a 4 ans, autour d'un déjeuner, on a imaginé qu'une vingtaine de personnalités, de personnes de la société civile pouvaient traiter de sujets qui intéressaient ce territoire. Donc on a réuni une vingtaine de personnes issus d'Occitanie-Est, on va dire, autour de Montpellier, et c'était dans le cadre des élections régionales en 2015. Voilà, et on a essayé de rassembler quelques idées et de les soumettre aux candidats à l'époque des élections régionales autour du numérique, autour du digital, autour de la santé. Parce qu'on est 20 personnes du domaine du sport, bien sûr, mais aussi du domaine de l'architecture, du domaine de la santé, du domaine de la culture. Et on essaye de se regrouper pour être
force de proposition. Et au-delà d'être force de proposition, on a essayé d'être un peu pragmatique et d'imaginer que sur le terrain, on puisse engager des actions. Et aujourd'hui, vous avez le résultat de 2 actions qu'on a tenu à engager. La première, c'est la remise du premier prix Sport Livre. Il y a très peu de prix littéraires en France qui mêlent la littérature et le sport. On a trouvé que cette initiative dans le domaine qui nous intéressait autour de la thématique sport était intéressant. Et en ce sens, je vais remercier sincèrement un de nos membres qui est André Bonnet, voilà, que vous verrez tout à l'heure. C'est lui qui a organisé tout ce prix et toute la démarche qu'il a fallu mettre autour. Et puis la deuxième chose qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est ce colloque. Et il nous paraissait intéressant à 2 titres. Le premier, je vous en ai parlé en introduction, c'est la candidature et l'obtention de la France pour les Jeux Olympiques 2024. Et est-ce que, dans un territoire comme l'Occitanie, on avait un rôle à jouer ? Montpellier, c'est quand même aussi une ville élite de sport élite. On aura Patrice Canaillé, le manager général du MHB, qui interviendra tout à l'heure. Hein. Donc on a aussi du football, on a aussi du rugby, on a aussi du volleyball. Mais est-ce que justement, dans cette dynamique des Jeux Olympiques, on ne pouvait pas parler aussi d'autre chose que de l'élite, hein, du sport santé, de l'innovation. On est beaucoup d'acteurs ici, je sais, aujourd'hui, dans le domaine du sport tech, du sport et de l'économie, de la jeunesse. Il y a beaucoup d'étudiants aussi. Est-ce que cette dynamique 2024 nous interpelle tous, vous interpelle tous, vous, la jeunesse ? Il y a des fonds également qui se sont créés. On aura la chance d'avoir le fonds créé par la Caisse d'épargne, Sport et Performance, qui va nous dire est-ce que finalement vous avez créé un fonds et vous financez des boîtes qui vont s'arrêter en 2024 ou est-ce qu'il y a des perspectives d'aller un peu plus loin derrière ? Voilà, donc une vraie thématique autour du sport, autour du développement économique autour du sport. À horizon 2025, c'est le petit clin d'œil pour dire que nous, on pense déjà que, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses pour les prochaines années. Donc voilà, donc je vous remercie tous d'être là et puis je repasse la parole à Marion. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à tous les 3. Je vous laisse rejoindre la salle. Place maintenant donc à la littérature. J'appelle un amoureux des livres, des mots et de leurs auteurs, celui qui a créé il y a 37 ans le Centre méditerranéen de littérature à Perpignan. Je vous demande d'accueillir André Bonnet. André, bonjour. Asseyez-vous. Alors, on va parler donc de ce premier prix Sport Livre. Quand les Voix civiles vous ont évoqué la possibilité de créer ce prix, comment vous avez accueilli cette idée ? Déjà, ça n'existait pas auparavant. Alors, vous savez, les grands esprits se rencontrent. Je suis catalan et j'ai un ami qui aurait aimé être présent. On l'avait invité, il s'excuse d'ailleurs, c'est Jean Castex, le délégué interministériel Paris 2024, avec Tony Estanguet, ils sont donc à la tête de ce vaisseau amiral pour porter loin les couleurs du sport. Et figurez-vous que cette idée, finalement, il faut rendre à César ce qui est à César, puisqu'un jour, Jean Castex, avec qui je déjeunais à Prades, avec Christine Fabresse, l'ancienne présidente du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, qui est toujours complice, la Caisse d'épargne, des opérations et des manifestations culturelles de haut niveau dans ce territoire. Jean Castex nous avait dit qu'il faudrait créer un prix littéraire autour du sport. Et c'est ainsi que lorsqu'on s'est retrouvé récemment avec l'équipe de Voix civiles, je leur ai proposé donc la création de ce prix Sport Livre qui, à mon avis, est voué un avenir précieux et un avis très prometteur puisqu'il s'inscrit justement dans cette dynamique de Paris 2024 et que ce prix a évidemment l'oreille très attentive de l'organisation interministérielle. Voilà un peu comment les choses se sont faites et on est heureux donc d'avoir pu mettre en place ce prix assez rapidement d'ailleurs. Et je dois dire que la communauté éditoriale, le monde de l'édition, a accueilli avec grand enthousiasme ce prix littéraire. Donc c'est un coup d'envoi qui, je l'espère, va nous mener très loin dans cette manière que nous avons de vouloir partager les valeurs humaines de performance et du sport sur ce territoire et au-delà. C'est ça donc les valeurs que ces ouvrages doivent véhiculer ? Exactement. Exactement, donc Sport Livre en Languedoc-Roussillon, mais Sport Livre qui, un peu comme le prix Méditerranée, je n'en doute pas, va devenir un prix à portée nationale et voire internationale. Donc il sera attribué à chaque rentrée, chaque année ? Chaque rentrée littéraire, donc nous aurons un Sport Livre ici à Montpellier. Bon, alors pour cette première édition, 15 livres étaient en compétition ? Oui, alors
donc, on a été assez. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais non, avant mais peut-être de je vais en connaître. citer quelques-uns. Bon, par exemple, on avait Marion Bartoli pour Renaître chez Flammarion. On avait Vaincre à Rome de Sylvain Coher, Femme qui court de Gérard de Cortance, Le dictionnaire amoureux de l'Ovalie de Daniel Herrero, Mes coureurs imaginaires d'Olivier Ralambeau, Mes maillots jaunes d'Éric Fotorino, Sans filet de Jérémy Janot, L'appel de Fanny Wallendorf, dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. Et évidemment, un livre dont on va parler qui a décroché ce premier prix Sport Livre. Alors avant de connaître le nom du gagnant, peut-être un coup de cœur dans ce que vous venez d'énoncer, André. Oui, alors un coup de cœur du jury, oui, effectivement, c'est ce roman, premier roman de Fanny Wallendorf, L'appel, publié chez une maison d'édition bordelaise. Ils sont d'ailleurs fous de joie, ils l'ont déjà tweeté. Je sais qu'ils vont remettre le livre, comme va le faire d'ailleurs l'éditeur du lauréat, en circulation dans un prochain office avec le bandeau Prix Sport Livre. Donc Fanny van der Loof, L'appel, c'est un premier roman d'une jeune femme qui est traductrice et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Richard et qui va réussir une performance dans son domaine qui est celui du saut à l'auteur, avec un saut à l'auteur particulièrement original qui fera d'ailleurs sa marque de fabrique. C'est un très beau roman donc, que nous vous recommandons. Coup de cœur du jury de Fanny van der Loof, L'appel aux éditions Finitude. Et c'est un roman, André, qui va également... Et c'est un roman. Qui va gagner ce premier prix donc Sport Livre. Je vous laisse dévoiler le nom du vainqueur. Ce premier prix donc Sport Livre est attribué à... Donc ce premier prix a été attribué à deux auteurs fabuleux qui nous font l'amitié d'être présents parmi nous. C'est Emmanuel Petit et Gilles Del Papas qui ont publié ce roman. Dernier tacle aux éditions du Seuil. Ils sont Venez présents. messieurs, vous pouvez monter sur scène, ils sont on présents va évidemment. Les accueillir. Un roman qui est paru en février, qui se passe à l'OM, où l'entraîneur du club est retrouvé assassiné sur un terrain d'entraînement. Emmanuel Petit, asseyez-vous. Mettez-vous là. André, c'est vous le professionnel de la littérature. Je vous laisse poser quelques questions à nos invités. Alors, je vais évidemment poser avec joie quelques questions à nos invités. Gilles, félicitations déjà. Que je connais déjà en tant que Marseillais. Et on peut les applaudir. Félicitations à tous deux. Alors, l'un, Gilles Del Papas, est connu pour ses romans marseillais, pour lesquels il a reçu le Grand Prix littéraire de Provence. L'autre pour sa carrière de footballeur, mais surtout son but lors de la finale de la Coupe du Monde de 98. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir tous les deux ici avec Voix Civile. C'est la troisième fois que je reçois un champion du monde. J'avais reçu Lilian Thuram à Perpignan, qui était venu présenter son livre « Mes étoiles noires ». Et Christian Carambeu, qui était venu également présenter un récit très personnel à Perpignan. Donc jamais 203, nous sommes vraiment ravis de vous avoir tous les deux. Vous publiez donc, Gilles et Emmanuel, un polar écrit à quatre mains, Le dernier tacle, paru aux éditions du Seuil, que le jury du prix Sport Livre a choisi de couronner cette année. Peut-être le voir, montrer. En effet, dans le cadre de ses travaux autour du sport, Voix Civile a décidé de créer ce prix littéraire qui sera désormais, comme on l'a dit, remis chaque année à la rentrée de septembre. Donc il est question dans le dernier tacle d'une femme, commissaire Clémentine Pacini. Elle arrive du 36 quai des Orfèvres en charge d'une affaire sulfureuse, celle sur la FIFA. Lorsqu'elle apprend que Joe, l'entraîneur charismatique du club phocéen, et d'ailleurs toutes les pages consacrées à ce personnage, son enfance extrêmement douloureuse, tout son apprentissage, sont des pages extraordinaires et magnifiques et même poignantes. Et donc je vous félicite tous les deux d'avoir su mettre tant d'humanité dans ce personnage qui restera, je pense, dans les mémoires de ceux qui liront votre ouvrage. Il a donc été sauvagement assassiné sur la pelouse de la Commanderie, le centre d'entraînement marseillais.
Dépêchée en urgence sur le lieu du crime, notre jeune Clémentine Pacini, au caractère bien trempé, va tenter d'élucider l'affaire dans ce monde masculin et machiste, quand d'autres meurtres se succèdent au fil des pages de ce roman haletant. Entre corruption, faux semblants, vengeance et tromperie, vous signez tous les deux un roman vraiment palpitant, passionnant, porté par une écriture fluide, ce qui est toujours un exercice périlleux lorsqu'on écrit à quatre mains, et votre exercice est particulièrement réussi. Alors, je vais peut-être commencer par vous, cher Emmanuel Petit, après À fleur de peau et Franc-tireur, deux ouvrages dans lesquels vous racontez votre histoire et votre philosophie du football. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un polar? Et expliquez-nous comment vous avez croisé la route du roi du polar marseillais, Gilles Del Papas. Merci. Attendez Emmanuel, prenez mon micro, on va laisser celui-là. Merci. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici et merci pour cette distinction. J'ai rarement eu des distinctions personnelles quand j'étais joueur, donc même si je le partage bien volontiers avec Gilles. En tout cas, merci. Ça me touche parce que en France, lorsque vous êtes catalogué, étiqueté dans une certaine profession, c'est très difficile de s'émanciper et de pouvoir justement aller vagabonder ailleurs. Et, la lecture et l'écriture a toujours été une passion pour moi depuis très très longtemps. Ça a toujours été un exutoire dès ma putain d'enfance. J'ai un caractère, je crois que tout le monde ici dans la salle le sait. J'ai une personnalité aussi un peu compliquée des fois. Je m'en accommode assez rapidement, mais l'écriture m'a permis justement de pouvoir communiquer là où on trouvait souvent un mur en face de moi, en fait, quand j'étais jeune. Pourquoi j'ai envie d'écrire? Parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose qui me suit au quotidien depuis ma putain d'enfance, parce que je trouve que le milieu du football a énormément d'histoires à raconter. J'ai essayé, je me suis évertué justement à écrire des livres sur le foot, mais un peu trop sérieux à mon goût. Et je trouve que lorsqu'on est trop sérieux dans la société dans laquelle on vit, on se heurte souvent des portes fermées, closes. Donc il a fallu que je mette un peu de l'eau dans mon vin. Et donc je me suis dit, tiens, je vais m'exonérer justement de toutes les poursuites judiciaires que je peux éventuellement être sujet. Et je vais m'orienter vers le polar. Parce qu'on a des histoires incroyables à raconter sans pouvoir justement être inquiet d'éventuelles poursuites. Donc, j'avais écrit pas mal de choses il y a quelques années sur des histoires sur le football, parce que vous avez 10 000 raisons de tuer quelqu'un dans le foot. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de Maccabée, malheureusement. Même après l'explosion de la FIFA, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un effet de jeu domino, et ça a été le cas, mais surtout sur le continent sud-américain. En Europe, il n'y a rien eu. Donc, Gilles, on s'est rencontrés il y a 3 ans à peu près. J'avais été contacté par une édition, l'édition Archipel, lorsque j'étais en Asie. Et ils m'ont proposé justement parce qu'ils savaient que j'étais un féru d'écriture, qu'il y avait beaucoup d'histoires à raconter. Et comme je pense que comment on dit en anglais, le perfect timing, c'est le temps parfait justement pour écrire des histoires sur le football. Il y en a tellement aujourd'hui. Et puis, ça s'est pas fait avec les éditions Archipel. C'était la première rencontre à Paris, dans les bureaux d'Archipel avec Gilles. J'ai tout de suite accroché avec lui, même si on n'est pas de la même génération. On a appris à se connaître. Ça s'est pas fait avec les éditions Archipel. Gilles vous l'expliquera mieux que moi, je pense. Mais on s'est dit qu'il fallait surtout pas laisser tomber ce projet, qu'il y avait des choses à raconter, il y avait des choses à écrire. Et on s'est dit, on va se lancer dans le projet sans même avoir un accord d'une édition. Et puis au final, on s'est rendu compte que l'histoire tenait bien la route et qu'il y avait énormément d'histoires à raconter. Donc je suis plutôt content parce que le premier livre, c'est le début d'une trilogie en fait. Le premier livre est situé localement à Marseille. Alors, je m'en excuse pour tous les supporters de l'OM, je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Ça fait très longtemps que j'ai fermé le livre. Mais la deuxième histoire, on va voir si elle sera publiée, mais ça sera une histoire nationale qui touchera l'équipe de France de plein fouet, notamment pendant la Coupe du Monde 98. Et la troisième histoire sera une histoire internationale où j'ai envie de me pencher un peu plus. Madame Fournéan vous m'expliquera un peu plus en détail sur la géopolitique, notamment de la FIFA et de l'UEFA. J'adore ces instances. Donc voilà, j'essaye d'être bref, mais c'est une très belle rencontre, je suis très content, même si d'un point de vue générationnel, on n'est pas de la même époque,
que Gilles est arrivé avant le Minitel et que moi je suis arrivé pendant les réseaux sociaux. Et que même s'il est né à Marseille, c'est le seul Marseillais qui ne s'intéresse pas au football. Donc ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu que je me mette en immersion dans son monde pour le comprendre le caractère, la personnalité, son monde du polar. Je me suis intéressé également aux livres qu'il a écrits auparavant, à son écriture, son style. Il a fallu qu'il rentre dans mon monde également parce qu'il a fallu que j'explique ce que c'était que la commanderie. Son entraînement de l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome, qu'il n'a jamais mis les pieds au stade Vélodrome en tant que Marseillais. Donc vous voyez l'éducation qu'il a fallu faire, s'approprier en fait le monde de chacun pour pouvoir écrire quelque chose qui tient la route. Voilà. Merci, cher Emmanuel. Alors, je vais Gilles, passer prenez le micro, la parole à Gilles qui va tenter de se défendre et puis surtout de nous dire, voilà, et puis surtout de nous dire comment vous avez eu le bonheur et le plaisir de partager cette aventure littéraire avec Emmanuel Petit. Oui, alors c'est marrant parce que Manu il dit ouais, on n'est pas de la même génération, lui de la génération du Minitel. Alors il faut savoir qu'avec Manu, quand vous travaillez sur l'écriture, alors on se voyait chez lui dans le Marais, on faisait un premier jet comme ça, on avait des idées, c'était un peu voilà. Puis après, sur des choses que moi effectivement, je ne sais pas trop, par exemple rentrer dans un stade où les gens commencent à hurler quand vous rentrez, j'ai jamais vécu ça. Donc il y avait des choses comme ça où il était vraiment le football, tout ça, c'était vraiment le. Alors il écrivait des séquences comme ça. Et alors il dit que je suis un vieux crouton, mais lui, il écrit à la main avec le stylo sur des feuilles comme ça. Alors il écrit A, il tourne et il dit ah non. Là, il faut mettre A', tu vois. Alors, bon. Et il m'envoyait 30 feuillets comme ça. Et alors, d'une écriture de médecin. Ouais. Bon. Alors, moi, reprendre ça à l'ordinateur, c'est un enfer vert. Donc, je passais plus de temps, effectivement, à retravailler, etc. Voilà. Mais c'est vrai que cette rencontre, elle était assez elle ne devait pas se produire. C'est un éditeur, pareil, qui me téléphone, qui me dit « Monsieur Delpapas, on aimerait que vous fassiez un roman avec un footballeur. » Alors, j'ai dit « Écoutez, moi j'ai plein de collègues, de camarades écrivains qui sont des fanatiques de football, je vais vous donner leur adresse et tout. » « Non, on veut que ça soit vous. » Bon. Alors donc on s'est rencontrés avec Manu, et puis c'est vrai qu'on est devenus copains, et donc on a commencé à écrire tous les deux, et bon voilà, ça a avancé. Alors au départ la commande était d'un. Puis finalement, on s'est dit, ouais, mais quand même, ça serait bien de faire un truc à 98, voilà. Donc, on a fait un truc en 98. Et pour la FIFA, Manu, il m'a dit, t'en fais pas, il y a des choses à dire. Bon, j'attends, hein, pour le moment, on ne l'a pas écrit. Le deuxième est écrit, mais le troisième, il est pas encore, même pas les idées, elles sont encore là. On attend de signer pour le deuxième. Voilà. Mais sinon, c'est un type... Moi, j'ai de suite adhéré avec Manu, parce que c'est un type normal. Voilà. Dans le milieu de la littérature, pas dans ma famille littéraire, hein, la famille du noir, les gens sont à peu près normaux aussi. Mais sinon, dans la blanche, bon, il y a quand même des fois des mecs, et je pense que dans le sport, c'est pareil. Je pense que c'est des fois, il y a des personnalités qui sont particulièrement voilà, imbitables. Hein. Je sais pas. Voilà. Donc Manu, c'est un type normal, et on s'est entendu de suite. C'est vrai qu'il a une passion pour la littérature. Lui, il veut devenir écrivain, il va le devenir certainement. Mais là, actuellement, on est parti sur une aventure à deux, sur 3 livres. Voilà. On verra plus tard. Merci Gilles. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur ça, cette passion, cette volonté de devenir écrivain. Emmanuel, donc ça veut dire que vous astreignez une rigueur, peut-être tous les jours, d'écrivain. Quand est-ce que vous écrivez? Comment vous écrivez? En fait, j'écris tous les jours des choses inutiles et insignifiantes qui peuvent m'aider après avec le recul, en fait. Je peux écrire sur n'importe quoi. J'ai rien inventé, hein. C'est en fonction de mes aspérités. Je peux très bien écrire sur quelque chose qui m'interpelle dans la journée, comme je peux très bien écrire sur quelque chose de plus profond ou sur quelque chose qui frappe la société, enfin n'importe quoi, quelque chose qui me parle. Et, je ne veux pas dire que j'écris tous les jours, mais le stylo est très très proche de moi tous les jours, effectivement. Moi, je voulais juste préciser une chose, c'est que même si, avec mon expérience
avec l'imaginaire aussi que je peux amener. Gilles aussi a un imaginaire assez fertile. Il y avait quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Je n'ai pas les compétences d'un écrivain, je n'ai pas la prétention de devenir un écrivain. Si ça arrive, bah, tant mieux. Si ça n'arrive pas, voilà, je ferai autre chose. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui m'apporte sa compétence au niveau séquentiel, justement. Tous ces flashbacks qu'il peut y avoir dans le livre et tout, c'est des choses que je n'arrive pas encore à maîtriser. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une ligne conductrice dans ce qu'on veut raconter, même si on saute des fois d'un point de vue temporel certains chapitres. Mais j'ai beaucoup appris au contact de Gilles dans l'écriture, parce que moi, je me suis toujours... Tout le monde se rappelle le film Misery. Ça vous dit quelque chose, Misery? Non, ça ne vous parle pas. L'écrivain qui se fait kidnapper par une de ses plus ferventes fans et qui lui annonce que son héroïne va décéder dans le livre et elle ne l'accepte pas. Enfin bref, elle le kidnappe. Enfin bref, j'adore ce film. Oui, oui. Donc moi, ce sont des choses qui m'interpellent beaucoup. J'espère qu'on fera une longue route tous les deux. J'espère qu'on aura, je ne sais pas si on aura du succès, mais au moins j'espère qu'il y aura une chose qu'on conservera en fait, la passion dans l'écriture. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Le reste, je m'en fous en fait. Ouais, c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que dans ce genre de métier assez aléatoire finalement, écrivain, c'est un métier assez aléatoire, le désir est prééminent à tout. Et c'est vrai que Manu, il a. Déjà, au départ, si vous avez ça, j'imagine que dans le sport, ça doit être pareil. Enfin, je me connais moins dans le sport. Moi, le football, c'est vrai que quand j'étais gamin, ben, je jouais au foot, quoi, avec une boîte de conserve dans la cité où j'étais. Voilà, on jouait au foot. Mais la première expérience que j'ai eue du foot un peu plus sérieux, ma mère, quand j'étais un enfant intenable, elle me l'avait inscrit à l'OM. Et la journée que j'ai passée à l'OM, ça a été un enfer pour moi. On me faisait courir, je n'ai pas vu le ballon de la journée. Donc du coup, ça a été réglé, j'ai dit terminé le football. Voilà. Mais c'est vrai que dans ces métiers, je pense que les métiers du sport, c'est pareil. Il faut que le désir soit prééminent à tout. Tu vois. Et en littérature, c'est évident. Et Manu, il a ça. Donc il n'y a aucun problème, je pense qu'il deviendra... Enfin, je veux dire, qu'il n'aura plus besoin de moi et il n'aura plus besoin de cette béquille pour avancer. Dans la littérature, bien sûr. Gilles, la première quand même au Stade Vélodrome, non? C'est pas prévu? Vous allez y aller? Une première au Stade Vélodrome avec Manu, peut-être? Je suis agoraphobe, moi. Tu me feras jamais aller dans un truc comme ça. André, peut-être maintenant une question plus générale à Emmanuel Petit, évidemment, sur le thème de ce colloque, votre sentiment, évidemment, sur le thème, le sport comme levier de développement économique, comme les territoires. Pour les territoires, c'est oui, j'imagine, évidemment, hein, Emmanuel. André. Évidemment, oui. Les écoles de commerce et management, j'en ai fait pas mal ces dernières années, en France et à l'étranger. Il y a beaucoup de similitudes avec le monde du sport et le monde de l'entreprise. C'est vrai aussi que le sport prend une importance quand même, je ne vais pas dire disproportionnée dans la société, mais j'ai presque envie de le dire, quoi. Même si d'un point de vue économique et social, l'impact du sport au niveau territorial et au niveau national, sans parler justement des rapports au niveau international, c'est extrêmement important. Je vais encore... Valérie, désolé, on est normands tous les deux. Ce que je regrette en fait, c'est que nos présidents de la République successifs, dans leur présentation justement, de leur projet, il n'y a rien au niveau du sport, quoi. Quand je me balade dans le monde entier, parce que je vais aux quatre coins du monde et que je vois un petit peu à la fois les investissements d'un point de vue structurel, mais les démarches qui peuvent être initiées, le sport a une place importante dans la société. Alors je sais qu'on est souvent vilipendé dans la presse, notamment le football, à juste titre pour certains mots, mais on ne peut pas mettre de côté que l'impact social du sport, et notamment économique, est extrêmement important et prépondérant dans la société. Je vais rebondir sur ça. On va prendre l'exemple du dernier grand événement de foot en France, la Coupe du Monde féminine cet été, qui a été une réussite. Un événement fédérateur, 74% de remplissage des stades. L'afflux de nouvelles licenciées. Après, on va atteindre peut-être même les 200 000 licenciés chez les jeunes footballeuses. Il va falloir capitaliser derrière ça. Emmanuel, il va bien falloir les accueillir, ces jeunes footballeuses. Les clubs vont avoir besoin de soutien. 15 millions d'euros consacrés à l'héritage du mondial féminin. Il va falloir répertorier, cartographier les clubs pour que ces jeunes filles elles sachent où aller. Il va falloir trouver des formateurs. Ce sont ça, les enjeux post-mondial après cette Coupe du Monde féminine. Ouais, il y a un enjeu majeur aussi qu'il faudra changer avant tout ça, c'est les mentalités, même si elles ont beaucoup évolué, notamment pour le foot féminin.
On le voit depuis pas mal de temps, hein, divers aspects qui touchent la femme. Dans le sport, ça l'est, notamment dans le football. S'il y a énormément de progrès à faire, notamment dans le partage des structures, dans l'approche que peuvent avoir aussi, c'est un milieu bercé et berné par la testostérone, quoi. C'est un monde maîtrisé et contrôlé par l'homme. J'arrive pas avec un grand H, l'homme tout court. Alors je suis ravi que les femmes arrivent à se faire une percée dans ce milieu-là. Mais encore une fois, je prends un petit peu de recul par rapport à la Coupe du Monde. Moi, je reste persuadé qu'on a mis la charrue avant les bœufs et qu'aujourd'hui, on traite en fait de la surface et on ne traîne pas justement de ce qui peut se passer en profondeur. Donc si vous prenez votre bâton de pèlerin et que vous allez sur les terrains du foot amateur, sans parler des structures professionnalisées aujourd'hui au niveau féminin, vous vous rendez compte qu'il y a d'énormes difficultés encore dans l'accessibilité, dans l'utilisation des structures, dans le partage avec les hommes, dans beaucoup de domaines. Donc c'est le début. On va voir ce que ça va donner. Mais j'espère que ce n'est pas un autre produit financier qu'on va créer en fait. Hein. J'espère sincèrement qu'on saura faire et éviter certaines dérives qui touchent le monde masculin en fait, du foot masculin. Bon, les Jeux Paris 2024, les retombées, ensuite positives, vous y croyez? Vous avez une conviction? Non, parce que oui, j'y crois. Les grands événements sportifs, comme les grands événements culturels, on dynamise à chaque fois la région, localement également, ça crée des emplois. Enfin bref, vous êtes mieux placé pour moi que moi pour le savoir, mais moi, il y a un truc que je regrette en fait. Et je l'ai écrit dans un de mes livres, ça m'a valu beaucoup d'inimitié dans mon milieu, mais également dans des milieux, je ne pensais pas que je pourrais avoir un question de résonance, que ce soit dans le milieu économique, voire politique également. J'ai écrit un livre sur la géopolitique et notamment sur le fonctionnement de la FIFA, de l'UEFA. Si vous vous intéressez de près aux grandes fédérations de sport, elles ont toutes leur siège social dans les paradis fiscaux, quoi. L'utilisation qu'on fait de ces grands événements, c'est de l'argent public, souvent avec la finalité, c'est toujours des bénéfices privés. Ça me dérange un peu, moi. Quand on voit ces entités qui gèrent des milliards et des milliards et des milliards chaque année, si vous voulez l'obtention du Coupe du Monde, achetez-la et puis après vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi mettre à genoux justement des superpuissances et enlever la souveraineté des pays avec un quai des charges souvent exonéré d'impôts? Enfin bref, il y a des choses qui moi je n'arrive pas à comprendre. Après, c'est de la tambouille entre les politiciens et les gens qui nous gouvernent au niveau sportif, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, non. Bon, ça fera peut-être l'objet d'un prochain colloque. On soumettra l'idée à nos confrères des Voix civiles. Merci, messieurs, merci. Emmanuel Petit, merci. Gilles Delpapas, et félicitations donc pour ce premier prix Sport Livre et ce dernier tacle, donc, roman paru en février. On va donc leur remettre le prix. Je vais demander aux membres du jury et à l'équipe de Voix civiles de nous rejoindre. Le président Virginie Normand, tous les membres présents, et également ma vice-présidente du Centre méditerranéen de littérature, Françoise Claverie. Nous allons donc vous remettre ce prix, et longue vie à ce prix et longue vie à vos livres à tous les deux. On est bon pour les photos. Allez, on continue. Merci beaucoup. Félicitations encore donc à Emmanuel Petit et à Gilles Delpapas pour ce premier prix Sport Livre, dernier tacle. On va donc pouvoir débuter notre seconde table ronde. Je vais demander à nos 5 prochains invités de venir me rejoindre. Honneur aux dames avec Madame la ministre Valérie Fournéron. Une carrière politique locale, départementale, régionale, nationale de près de 25 ans, ancienne ministre des Sports, ancienne maire de Rouen, actuelle présidente de l'Agence de contrôle antidopage internationale et médecin, Madame Fournéron. Asseyez-vous, bonjour. Merci d'être avec nous.
Madame Raïssa Briand, directrice du développement de Seventure Partners, un des leaders du financement de l'innovation, qui nous présentera un nouveau fonds d'investissement dédié à l'économie du sport. Madame Briand, bonjour. Prenez place. En toile de fond de ce colloque, donc vous l'aurez compris, évidemment, cette question sous-jacente, comment capitaliser sur l'organisation des Jeux de Paris 2024 à l'échelle de notre territoire. Jeux olympiques et héritage, le plus bel exemple est peut-être celui de Barcelone. On va en parler avec Andor Serra Merkens, organisateur des épreuves de voile en 1992 et des 3 premières éditions de la Barcelona World Race. C'est un expert en organisation de grands événements. Édouard Donnelly, fondateur et ancien président de Keneo, société de conseil au service des événements et du spectacle sportif. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis enfin, c'est une figure locale, évidemment, à Montpellier. Vous le connaissez tous, une figure internationale dans le handball, élu meilleur entraîneur du monde en 2018, qui a gagné plus de 40 titres avec le Montpellier Handball. Il est également membre des Voies civiles. Patrice Canaillé, manager général du Montpellier Handball. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les 5, donc un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. On va donc tenter d'expliquer comment notre territoire doit se saisir de l'opportunité d'organiser les Jeux Olympiques en France. Première question, Madame la Ministre. Pour bénéficier de ces retombées, il faut déjà que la politique sportive localement, elle soit ambitieuse. Alors, penser l'équilibre des pratiques, adapter la formation aux tendances de l'emploi sportif, élaborer un schéma d'équipement sportif, enfin faire du sport, quoi. Un secteur d'activité, un pilier, ce sont ça, les axes majeurs pour une bonne politique sportive. Peut-être prenez le micro de M. Merkens. Voilà. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci à Voies civiles, merci à l'Université de Montpellier pour cet accueil, merci à tous les étudiants, à tous ceux qui sont venus cet après-midi participer à ce colloque et accueillir effectivement une Normande, donc une deuxième Normande, puisque Emmanuel vous a dit qu'il venait aussi de la Normandie, et merci. Je termine par ça, de m'avoir permis d'arriver à Montpellier sous le soleil en ayant quitté la Normandie sous la pluie. Donc on est dans les clichés parfaits. Et pour le premier match de l'équipe de France de volleyball ce soir, puisque c'est une ancienne volleyeuse également. Oui. Alors, finalement, le sport, outil de stratégie, de développement économique, mais aussi d'activité humaine, au service d'un territoire. Au service d'un territoire qui, à un moment donné, est la nation, et on voit bien la stratégie d'un certain nombre de nations pour exister sur la planète sport. Et c'est pas compliqué. Aujourd'hui, un pays, pour exister sur la planète, il lui faut un pouvoir économique, il lui faut un pouvoir politique, il lui faut un pouvoir militaire, mais il faut qu'il existe sur cette dimension sportive. Il faut, à un moment donné, pour les anciens pays de l'URSS, pouvoir, pour l'Azerbaïdjan, accueillir à Bakou les Jeux européens. Il faut, je veux dire, à un moment donné, voir pour... Après, on peut débattre de tout ça, et avec Emmanuel, on aurait des bons débats. Mais il faut, à un moment donné, avoir une stratégie pour le Qatar et d'accueillir le handball en 2015, aujourd'hui, dans quelques jours, l'athlétisme, le mondial, etc., etc. Donc on a, aujourd'hui, finalement, le sport, c'est un outil pour mettre en scène un territoire. Pour Vladimir Poutine à Sotchi, c'est accueillir la jeunesse du monde entier, c'est accueillir les grands du monde entier, c'est la diplomatie virile voulue par le président russe. Et puis sur les territoires, c'est aussi effectivement, je veux dire, une stratégie pour un territoire, que ce soit une ville, que ce soit une métropole, que ce soit un département, que ce soit une région. Mais pour que ça soit vraiment un outil de développement économique et d'activité humaine, il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une stratégie. C'est pour quels objectifs? Et je vais prendre quelques exemples très rapides. Le premier, il vient d'être évoqué, c'est le football féminin et le mondial de foot féminin. Le mondial de foot féminin, Marion, vous avez cité les chiffres tout à l'heure, et les retours, je veux dire, que nous, on a pu avoir. Mais c'est un projet qui a été construit sur plusieurs années. À la fois, je veux dire, en 2011, on démarre le foot féminin, le sport scolaire, et puis derrière, il y a une stratégie pour l'arbitrage, pour l'encadrement, pour les ligues, pour l'équipe de France, pour les clubs. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné, et j'espère bien qu'effectivement, on est passé de 50 000 en 5 ans, même pas 50 000 à plus de 200 000 licenciés en football féminin. On n'a pas gagné. Déjà, on a enlevé
on a commencé à faire tomber un certain nombre d'images mentales. Mais ça, c'est fait et c'est un résultat qui n'est pas simplement le fait d'avoir accueilli le mondial de foot féminin sur nos territoires. C'est aussi au moment de l'accueil se dire à quel endroit je vais jouer. Nous, au Havre, dans ma région, on a accueilli une poule où il n'y avait pas l'équipe de France. Là, il y a eu derrière des stades pleins parce qu'il y a la stratégie de se dire on ne va pas aller jouer tout de suite au Stade de France. On n'a pas été d'ailleurs, on est allé à l'OL pour finir. Donc, je trouve qu'il y a, et puis une tarification, et puis l'accueil des associations. Bref, il y a à construire une vision. De la même façon, le mondial de hand en 2017 avait cette stratégie du handball des territoires, du handball, etc. On a, par exemple, la Ryder Cup de golf, où derrière, il y a eu non seulement la participation des licenciés, mais aussi le développement, l'objectif des 100 golf compacts pour développer la pratique. On pourrait citer, en revenant en arrière et en repartant sur le foot, le Stade de France pour le mondial de 98. Derrière, c'est quoi? C'est 3 communes qui font un syndicat de communes et qui développent l'ensemble de la plaine Saint-Denis. Et aujourd'hui, c'est le 3e quartier d'affaires de Paris. Et on a donc toute une stratégie qui a été derrière cet événement ou cet équipement. Donc il faut toujours avoir cet élément-là. Et par rapport à votre région, et alors là, c'est bien, vous avez vraiment invité quelqu'un qui ne connaît pas bien la région. J'ai même envie de dire qu'il ne la connaît pas du tout, très peu. Et il y a un sujet sur les Jeux de 2024. On est loin, tous, plus ou moins, les uns et les autres. En tous les cas, un des atouts de la candidature de Paris, c'était la compacité du site. Donc, comment est-ce qu'on y est associé? Et alors, il y a un premier élément qui est, comme on dit, base arrière. Tout le monde veut accueillir, c'est-à-dire des équipes qui viendraient s'entraîner avant, etc., etc. La région est évidemment candidate pour la base arrière. Paris 2024, je veux dire, a commencé à faire son book. Toutes les régions viennent avec leurs équipements, avec leur hôtellerie, avec etc., ce qu'ils offrent de possibilités pour accueillir des équipes. Mais quelle est la stratégie de chacune des régions? Est-ce que, je donne n'importe quel exemple, est-ce que sur telle région, la stratégie, c'est de la solidarité olympique? C'est d'accueillir, je veux dire, le Burkina Faso. C'est d'accueillir une délégation qui a besoin de solidarité humaine. Est-ce que c'est de faire, je veux dire, d'en faire un élément autour de l'économie, autour de l'innovation? Est-ce qu'ici, finalement, on veut accueillir je veux dire, des délégations japonaises parce qu'il y a des liens qui se sont déjà faits, Monsieur le Président de Voie Civile, avec des partenaires de Tokyo 2020. Mais il faut qu'il y ait une réflexion autour de pourquoi, autour de cette vision. Et je crois que c'est ça, il me semble, cette réflexion qu'on doit avoir sur l'événement, le grand événement au service d'un territoire. Il faut construire cette vision avec tous les atouts qu'a le sport, aussi, je veux dire, toutes ces limites que l'on voit parfois, mais le sport n'est pas la réponse à tous les maux de la société, et n'est pas... mais un élément qui est majeur en ce moment dans notre environnement, et on en reparlera sur les sujets de santé, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse enfin faire comprendre, et cette table ronde, j'en doute pas, le permettra avec les acteurs économiques qui sont là, et surtout les fonds d'investissement et autres, faire comprendre que c'est un secteur économique, je mets toujours service de l'homme, mais qui est un secteur économique. Et ça, c'est un débat permanent parce que, ne serait-ce que le mot sport, on vous renvoie, excusez-moi, mais dans vos buts. Vous en prenez un ballon et allez vous amuser dehors. Hein, c'est encore toujours une épreuve pour expliquer que cet enjeu est un enjeu qui dépasse le niveau de compétition. C'est un enjeu, évidemment, sur un territoire qui est majeur. Patrice, j'ai peut-être envie de vous entendre réagir aux propos de Madame Fourneron sur la vision, la stratégie. Est-ce que c'est votre sentiment, la région Occitanie a une vision, une stratégie en vue de Paris 2024 et après, à perspective 2025? Je ne suis pas mandaté pour parler pour la région. Juste avant de commencer, j'ai eu une réflexion que je voudrais partager avec vous, ou une pensée plutôt. Quand le lauréat a reçu son prix, je voudrais avoir une pensée pour un jeune entraîneur de foot, pas très loin de chez nous, à Vauvert, qui a été assassiné il y a 1 an par un de ses joueurs, parce qu'il ne le faisait pas assez jouer. Des fois c'est cruel et des fois la réalité rejoint la fiction. Donc je voudrais avoir une pensée pour cet entraîneur. Par rapport à... Je suis assez mal à l'aise pour parler de ça parce que
j'ai fait partie des gens qui n'étaient pas très favorables à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Pour plusieurs raisons. Peut-être que je suis dans le sport de haut niveau depuis longtemps, alors à un moment donné, j'ai passé l'âge de me faire endormir. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on est un pays hyper centralisé sur Paris et que c'est la région Île-de-France qui va tirer profit à 95% de toutes les infrastructures et de tout ce qui va être fait pour le sport, au détriment de la province. Et je pense que la province mérite mieux que les 5% restants. La province, elle fait presque un peu pitié aujourd'hui en essayant de se battre pour devenir base arrière, et c'est à qui va essayer de gratter un peu. Je pense que dans un pays qui se veut décentralisé, la province mérite mieux que ça. D'autant plus que si aujourd'hui la dynamique en France du sport est aussi bonne, elle le doit beaucoup à la province et elle le doit beaucoup aux métropoles et aux régions. Parce que les investissements qui sont faits par les collectivités territoriales sont bien largement supérieurs aux investissements faits par l'État. Et ce n'est pas dans la réforme de l'État les malheureuses 2 ou 3 places qui ont été accordées pour l'agence du sport aux collectivités territoriales qui viendra compenser ça. Et donc, sans langue de bois, je pense aujourd'hui que les provinces françaises, alors les provinces, non, les régions françaises et les métropoles méritent plus de considération de la part de l'État. Je pense aujourd'hui que le mouvement sportif au niveau de l'État légifère beaucoup, donne beaucoup de consignes, donne beaucoup de lois, donne beaucoup, mais finalement aide assez peu à la fois sur le sport de haut niveau, mais encore si c'était que sur le sport de haut niveau, ce ne serait pas très très grave. La deuxième raison qui fait que je n'étais pas très favorable aux Jeux Olympiques en France, c'est que c'est aussi la mise en avant de moyens énormes sur le sport de haut niveau et très peu sur les autres à côté du sport, en particulier 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est le sport et l'éducation. J'attends encore le grand programme de l'éducation nationale pour promouvoir le sport en se servant des Jeux Olympiques comme tremplin. Et la deuxième chose, c'est le sport santé. Même si là, à ce niveau-là, il y a des progrès, mais les progrès viennent essentiellement du secteur privé, à mon sens. En tout cas, dans la région, je constate que c'est surtout le secteur privé qui est à l'initiative de ça. Voilà les 3 raisons qui font que j'étais pas. Alors, mon ami Claude Onesta, qui est quand même très investi pour les Jeux Olympiques, m'explique que c'est qu'en faisant agir, que c'est qu'en agissant de l'intérieur qu'on fera bouger les choses. Je veux bien le croire, mais j'attends pour voir. Patrice, vous évoquiez le sport santé, on va en parler justement avec Madame la Ministre. Quelques chiffres, en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, soit plus de 22 millions de personnes. La France compte 37 millions de sédentaires, 10 millions de malades chroniques pris en charge en affection de longue durée. Récemment, il y a eu également une étude qui a montré le nombre en hausse de cas d'obésité chez nos jeunes en France, qui m'amène donc à aborder ce thème du le sport sur ordonnance, inscrit dans la loi du 20 janvier 2016, dite de modernisation du système de santé, du sport qui peut être prescrit à des malades atteints d'affections de longue durée. Il peine à se développer, Madame Fournéron. Quels sont les principaux freins? Il faut que les autres aient l'occasion de parler, parce que là, on pourrait m'entendre très longtemps, mais je crois qu'il suffit de dire quelques constats. Première cause de mortalité évitable dans le monde, la sédentarité. En France, 50 000 décès par an, plus que le tabac. Il y a 3 500 décès par an, dramatiques, sur la route. Mais il y en a 50 000 liés à la sédentarité. Il y a 3,5 millions de diabétiques. Il y a aujourd'hui 8 milliards qui sont dépensés par an sur le diabète de type 2. Il y a parallèlement aujourd'hui une explosion de l'obésité, du surpoids des adolescents. La Fédération de cardiologie a sorti tous ces chiffres. En 40 ans, les gamins ont perdu 1 minute sur un 600 mètres. On a prouvé scientifiquement que sur toutes les pathologies dites donc à 100% infection de longue durée, il y avait un bénéfice de l'activité physique en termes thérapeutiques, pas simplement thérapeutiques. Et sur, par exemple, le premier cancer de la femme. Cancer du sein de la femme, c'est 59 000 cas tous les ans supplémentaires, c'est 12 000 décès par an, même si on fait d'énormes progrès, alors que l'activité physique, sur le plan scientifique, a montré qu'on diminuait les récidives, qu'on tolérait beaucoup mieux, je veux dire, les traitements, etc., etc. Et donc, je pourrais vous donner des chiffres, mais oui, on l'a fait inscrire dans la loi, je l'ai fait inscrire dans la loi à un moment donné, qu'il fallait prescrire de l'activité physique. Mais il faut passer de l'autre côté. On a des étudiants STAPS qui font des formations APA, etc., qui sont là à attendre. Mais aujourd'hui, je veux dire,
il faudra que Paris 2024, et je sais qu'ils y travaillent, hein, puisse effectivement, dans cet héritage, comme on dit, immatériel, cet héritage immatériel, il y est pour nous tous, pour toute la société, une société qui est vieillissante, où on vieillit, mais pas en bonne santé en France. Hein, on ne vieillit pas en bonne santé. Et ben, aujourd'hui, il faut qu'il puisse y avoir cette prise de conscience collective que l'activité physique, et alors, tous les débats avec sport, activité physique, l'activité physique doit faire partie de l'héritage de Paris 2024. Ça veut dire qu'il faut à la fois que les médecins soient formés, il faut à la fois, je veux dire, qu'il puisse y avoir des programmes éducatifs à l'école qui soient effectivement, la place de l'éducation physique soit différente. Il faut à la fois qu'on puisse mettre l'activité physique dans nos résidences de personnes âgées. Il faut qu'on ait des politiques urbaines de déplacement. Il faut qu'on ait des politiques dans nos cantines scolaires. Je veux dire, tout ça, ça doit avancer ensemble avec un enjeu, mais qui est majeur. On a presque envie de crier, et alors, allô, quoi. Quand est-ce qu'on avance? On a maintenant la loi, il faut y aller. Et c'est vrai qu'il y a encore des freins, formation, financement, et puis prise en charge. Culture, et puis culture collective. Quelqu'un qui sort d'une pathologie comme, je vais dire, un cancer, il va voir son médecin traitant, et s'il lui dit je vais vous faire de l'activité physique, vous n'avez quand même pas fait 12 ans d'études pour me dire d'aller me bouger. On est encore là, et s'il y en a qui s'amusent à relire le débat à l'Assemblée nationale, c'était celui-là. Mais Madame Fournéon, vous n'avez pas leur donné un ballon. Hein, donc, je crois qu'on a vraiment besoin, tous collectivement, je veux dire, quand on regarde tous ces chiffres, de pouvoir se dire qu'il y a un challenge sur chaque territoire, sur chaque politique de territoire, comme sur la politique nationale, que Paris 2024 soit un accélérateur de projets, et surtout en matière de santé, car dans notre bon pays, le médicament peut tout. Et donc, sur ce sujet-là, je crois qu'on peut en laisser un peu de côté. C'est en tout cas dans le plan héritage des JO. Hein. Paris veut créer en 2020 des nouvelles animations sportives pour les enfants en surpoids et mettre en œuvre le sport sur ordonnance dans tout Paris d'ici 2024. Édouard Deaunil, peut-être vous y croyez, le sport comme accélérateur des politiques publiques? Oui, forcément. Moi, je ne vais pas être d'accord avec Patrice. Parce que... On m'entend là? Oui. On vous entend, je crois. Bonjour à tous déjà. Ce projet, évidemment, j'y crois parce que organiser les Jeux Olympiques dans un pays, c'est un projet national. Alors bien sûr, c'est les Jeux de Paris, puisque dans le concept même des Jeux Olympiques, c'est cette unicité de lieu, ce village olympique qui réunit toute la nation. On peut, ça évoluera peut-être un jour, mais en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas l'organiser sur l'ensemble d'un territoire. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que si ce projet-là, il va nous rapporter et pas nous coûter, c'est bien parce qu'on a un endroit en France où il y a toutes les infrastructures et on n'a pratiquement rien à construire. C'est aujourd'hui à Paris. J'avais fait des études à des époques pour voir si on pouvait les organiser à Marseille, à Lyon, etc. On peut toujours. On peut organiser les Jeux à Athènes, on peut organiser les Jeux à Rio. Mais à ce moment-là, c'est des gouffres qui captent effectivement des investissements colossaux qui ne vont pas à d'autres infrastructures et qui peuvent même, dans le cas de la Grèce, couler un pays. Parce qu'on a construit des métros, on a construit des aéroports, certes qui servent à beaucoup de choses, mais ce n'était pas du tout la priorité du pays à cette époque-là, quoi. Et Barcelone est le contre-exemple, le bon exemple parfait, on en parlera, je suis sûr. Oui, on va en parler bien sûr d'ici quelques minutes. Donc j'ai envie de dire, heureusement que ça se déroule à Paris, parce qu'à la limite, voilà, c'est là-bas que ça va coûter le moins. Et ce projet, il faut bien se rendre compte, c'est 1 milliard d'euros d'investissement. On parle de Londres, c'est 12 milliards. 1 milliard, c'est essentiellement pour construire des logements. C'est-à-dire que de toute façon, où il y a un manque, où il y a un programme d'investissement qui était déjà prévu. Donc c'est pratiquement rien. Pour la première fois des Jeux Olympiques depuis très très longtemps, on va aller au Stade de France, qui aura plus de 20 ans en 2024, alors qu'on avait l'habitude de reconstruire des équipements flambant neufs, parce que pour ces juste 2 semaines de compétition, il fallait absolument des équipements flambant neufs. Ça ne sera pas le cas pour Paris, parce qu'on a changé d'époque. C'est même plus du tout, moi j'étais dans la candidature de 2012 déjà, c'est même plus du tout la même époque. L'impératif absolu et premier, c'était comment on fait en sorte que ça ne coûte rien. Voilà. Et l'objectif, au contraire, c'est faire augmenter la part du gâteau global. Et ça, c'est la part du gâteau global au niveau national. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui s'investissent dans le sport, que la nation devienne réellement sportive. Et là où, par contre, je rejoins totalement Patrice, c'est que les discours depuis le départ, depuis 4 ans que cette candidature est née, depuis 2 ans qu'on a obtenu les Jeux, les Jeux, c'est pas juste une compétition, ça va nous servir à développer le sport à l'école, ça va nous servir à développer le sport santé. 2 ans plus tard, il ne s'est pas passé grand-chose et on peut commencer à être un peu inquiet, quoi. Alors que l'enjeu principal,
il est effectivement là, au-delà de toutes les autres retombées qu'on peut aujourd'hui attendre. Et c'est bien l'ensemble de la nation et tous les territoires qui vont bénéficier de ces retombées, et notamment de l'investissement dans le sport, si les promesses et les projets qui ont été faits se mettent réellement en œuvre. Une réaction de Patrice, je crois, qui m'a demandé le micro. Avant une première question de nos étudiants tout à l'heure. Non, mais il sait, Edouard, on aime bien se taquiner depuis maintenant quelques années. Puisqu'Edouard a organisé le mondial de handball. Très bien, d'ailleurs. En 2017. Oui, juste, je ne peux pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit pour une raison simple. C'est que tous les grands événements aujourd'hui, Coupe du monde de foot, par exemple, qui est un événement très important aussi, ils cherchent de plus en plus à multiplier les sites. On n'est pas sur un site unique. Actuellement, la plupart des championnats du monde maintenant, la grande tendance est de le faire des fois sur 2 ou 3 pays. Donc on est sur la multiplication des sites. La deuxième chose, j'aimerais qu'on m'explique, parce qu'on a gagné, on est content, mais en fait on a gagné, on était les seuls candidats. Ah ben si, on a gagné les Jeux Olympiques, on était 2, et finalement on s'est arrangé dans les couloirs, il y en a un qui s'est désisté et qui l'a eu 4 ans après. Ça, c'est la réalité. Donc si c'était une aussi bonne affaire que ça, est-ce que vous pensez sur l'ensemble des pays dans le monde, pourquoi il n'y aurait que la France qui serait candidate? Donc ça m'interroge. Alors, je ne veux pas apparaître plus noir que ce qu'il faut être. Je dis simplement, j'attends, je regarde avec impatience, mais là, je pense qu'il a raison. Ça fait déjà 2 ans qu'on attend et il n'y a pas eu grand-chose. Et je dirais même, il y a eu quelques inquiétudes. Par exemple, les investissements privés aujourd'hui. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises nationales sont sollicitées par l'État pour mettre de l'argent dans les Jeux Olympiques. Et les mêmes entreprises aujourd'hui disent « Attention, en région, on peut moins mettre d'argent parce qu'on est sollicité par l'État, il va falloir en mettre plus au niveau national. » Donc, je ne suis pas sûr qu'à l'arrivée, on se retrouve gagnant dans cette affaire. Une question de nos jeunes, donc des étudiants de Montpellier Management. C'est Barthélémy qui ouvre le bal. Ah non, Gauthier, pardon. Du coup, non, je vais revenir à Madame Fournéron, Madame la Ministre. Concernant Paris 2024, aujourd'hui Paris c'est une ville déjà très développée depuis longtemps, un territoire touristique mondial, une renommée internationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que des Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vont apporter en plus à une ville comme Paris? Et donc qu'est-ce qu'ils vont apporter également au reste du territoire, notamment la province? Moi, je crois que Édouard Denelli l'a déjà un peu abordé. Alors, c'est un accélérateur des projets. Je veux dire, sur Paris, l'accélérateur majeur sera sur 2 champs, il me semble, à la fois le logement et à la fois les transports collectifs. La mobilité dans Paris, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être fait en 20 ans sera fait je veux dire, en 6 ans ou en 7 ans. Pour prendre un autre exemple, qui n'est pas un bon exemple, mais qui est une autre échelle, c'est-à-dire les Russes ont construit Sochi et des stations qui ressemblent à celles des Alpes. On va dire, nous, on a mis plus de 50 ans à les construire, ils les ont construits en 5 ans. Je ferme la parenthèse parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, je vais dire, sur ces jeux-là. Mais c'est d'abord un accélérateur de projet. C'est pour ça qu'il faut une vision qui ne soit pas simplement celle des équipements. Et Édouard l'a très bien dit, en matière d'équipement, en dehors des aspects village olympique et puis du centre nautique, il n'y a rien à construire, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est ça, les infrastructures, c'est plutôt le développement et la mobilité, la façon dont on aborde, je veux dire, on accélère les projets de développement. Il faut qu'il y ait cet héritage en matière, et qui ne sera pas que parisien, en matière de santé, en matière d'éducation. Il faut qu'il y ait un héritage aussi en matière de mentalité humaine, au sens où, par exemple, le foot féminin, les Jeux paralympiques, je veux dire, avoir une vision qui est complètement différente, une approche qui est complètement différente. Les Londoniens vous diront qu'ils ont complètement changé leur vision du handicap après les Jeux paralympiques de Londres. Complètement changé leur vision du handicap. C'est aussi bien sûr des aménagements urbains. C'est aussi pour finalement quelque chose qui va mobiliser des savoir-faire. Vous avez à Londres, je prends cet exemple-là parce qu'on n'a pas encore... vous avez à Londres, il y a 70%, c'est-à-dire des bénévoles, c'était la première fois qu'ils l'étaient.
eh ben, ils continuent, pour plein d'entre eux, à participer à des choses. Ils ont acquis des compétences. Et donc, il y a des réseaux d'entreprises qui se sont créés, qui continuent à vivre. Au Japon, il y a un club d'entreprises qui a commencé à se constituer avec des entreprises françaises. Et donc, on a des dynamiques qui peuvent exister, qui doivent exister, qui aujourd'hui font partie d'un projet réussi de Paris 2024. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas l'aborder simplement sur le plan de l'équipement, sportif surtout. Il faut vraiment l'aborder sur le plan du projet de la nation. Et si on n'arrive pas à emmener la nation et à emmener les territoires sur des dimensions qui sont des dimensions collectives, avec une première étape, c'est vrai, vous avez raison, Édouard et Patrice, on n'a pas vu... Je n'ai pas vu grand-chose, effectivement, sur les 2 premières années, et tout le monde dit que ça partira après Tokyo. OK. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est dans le dernier sondage de Sponsorat qui a été fait et que la belle lettre d'Olbia nous a fait passer, aujourd'hui, 77% des Français sont pour et sont ravis d'accueillir les Jeux Olympiques. Ce n'était pas le cas, et tu as raison, Patrice, ce n'était pas le cas au tout début de la candidature. Et il fallait convaincre. Et donc, on a aujourd'hui, je veux dire, ils sont tous persuadés que ça sera pour la France, pour le pays, et on n'a pas interrogé que des Parisiens, j'imagine que Sponsorat n'a pas interrogé que des Parisiens, que ça sera pour le pays un accélérateur de projets, de relations humaines, de réseaux de savoir-faire, mais aussi des outils qui pourront aussi s'exporter à l'extérieur, parce que je parlais des candidatures ou des grandes compétitions qui ont lieu sur des pays plus émergents, mais il faut savoir qu'à Bakou, on a su vendre des autobus français, etc., etc. Donc il y a aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, du coup, on acquiert des savoir-faire qui peuvent, dans ces candidatures-là ou dans ces pays-là, permettre à des territoires qui ont des enjeux et des savoir-faire économiques, eh ben, d'aller tout simplement porter dans ce champ-là, leur savoir-faire. Et je recite l'exemple, mais ça pourrait être Pyeongchang. Pyeongchang, la montagne, je peux vous assurer que, on a des sacrés start-up et des sacrés enjeux, plutôt dans les Alpes. Et je peux vous assurer que, ils sont bien contents de les trouver dès qu'il y a des Jeux Olympiques pour utiliser nos petites pépites et savoir comment gérer la neige, sa température, ce qui va leur tomber sur la tête, etc. Alors, comment convaincre les sceptiques ? On va donner la parole évidemment à Édouard Andor Serra-Merkens, qui a été l'un des bâtisseurs des Jeux Olympiques de Barcelone en 92, peut-être le plus bel exemple en termes d'organisation et d'héritage, puisque la ville est née aux yeux du monde en 92, formidable exemple de durabilité des infrastructures et d'ouverture au monde de la ville. Andor, comment a été construit ce projet ? Peut-être racontez-nous. Voilà, comment ça a été construit, quelles difficultés vous avez rencontrées, et puis évidemment, si vous voulez réagir tout d'abord à ce que vous avez entendu, libre à vous évidemment de... Merci. Bonjour à tous. Bon, mon position, c'est pour le projet de Paris. Je pense que Paris, il a la possibilité de faire une nouvelle référence... Il faut bien parler dans le micro, voilà. D'être une nouvelle référence pour les nouveaux Jeux. Les Jeux Olympiques du Japon, Brésil, on doit finir. Il n'y a pas possibilité d'investir beaucoup avec équipement. On doit investir avec les personnes, avec les projets sportifs. Et je pense que ça, c'est le projet, le rêve qu'on a à Paris pour développer un nouveau modèle pour les prochains Jeux Olympiques. On va voir l'année prochaine au Japon, comment il va faire Tokyo, comment il va développer ces Jeux. Mais normalement, les modèles sont des modèles plus fermés, pas participatifs. Et je pense que le modèle de Paris, le modèle français, c'est plus participatif. Nous, à Barcelone, nous avons ce débat. C'était pas très loin. Hein. Il a passé presque 27 ans, mais c'était un débat qu'on a toujours. Le sport à l'Espagne, c'était très privé. On n'avait pas une culture publique. Et ça, c'est la décision de la mairie de Barcelone, d'essayer de faire un comité organisateur un peu indépendant, et demander à la fédération les responsables pour les tester, pour développer l'organisation. Mais après, il avait une grande autonomie pour décider et développer les projets, avec un projet toujours à long terme, sostenible et participatif.
Et ça veut dire qu'on devait écouter beaucoup. Le projet de bénévoles, c'était le premier projet. C'est pour nous, la référence était Angeles, le modèle de l'organisation de Los Angeles, mais Los Angeles était très froid. Il avait plus professionnel et nous, on a changé les professionnels pour bénévoles. On a fait beaucoup d'investissements pour la formation en tous les areas de l'organisation et ça a donné les chaleurs humaines que c'était la fête de tous. Mais je pense que c'est un rêve qu'on doit faire. En ce moment, pues, le modèle de Barcelone, c'était un modèle qui s'est bataillé aussi avec la Fédération internationale. On changeait aussi le modèle sportif. Et ici, moi, directement, avec le président Monneron, avec Michel Barbier de la Fédération française, on a travaillé sur mes références qui m'ont aidé beaucoup pour développer les nouveaux modèles sportifs de la voile, être plus médiatique et avoir plus d'intérêt pour la télévision. Et ça, c'était le travail qu'on a fait pour la Barcelone. Quel est le plus bel héritage pour vous en dehors de ces Jeux de Barcelone? Le plus bel héritage, qu'est-ce que vous regarderez? La ville a été métamorphosée, Barcelone en 92. Voilà, on a pu mettre Barcelone sur une carte du monde. Il y a de nouveaux quartiers qui ont été créés. Elle s'est ouverte sur la mer. C'est quoi le plus bel héritage pour vous à Barcelone? Bon, 27 ans après. Je pense que on espérait ces retours et nous n'avons pas une culture pour avoir aussi trafic, tourisme. Et en ce moment, le rêve, c'est de contrôler un peu ces vitesses qu'on a été en référence pour beaucoup de pays et aussi pour l'activité touristique. En ce moment, le rêve que nous avons, c'est de récupérer des installations municipales, qu'anciennement c'était des installations des Jeux olympiques, pour être plus gérées d'une autre manière, plus sensible pour les nécessités des habitants de Barcelone. Et ça, c'est un peu le rêve. Une question de Gauthier pour M. Merkens. Du coup, donc, sur la question des infrastructures, ça concerne un petit peu tout le monde dans la mesure où elles sont payées et remboursées par nous, citoyens. On peut prendre l'exemple de Boston, pour les Jeux de Boston, où les infrastructures ont été utilisées par les universités et sont encore utilisées aujourd'hui. Comment donc justement les utiliser aujourd'hui par nous, contribuables, que ce soit en province ou même d'un point de vue local, et comment justement Barcelone vous avez fait pour continuer à faire vivre ces infrastructures encore aujourd'hui? Bon, le rêve de Barcelone, c'était de mettre toutes les installations olympiques. On a laissé toujours un héritage pour la ville. L'héritage, c'est d'avoir un service public. En principe, la mairie de Barcelone a décidé de gérer directement quelques installations comme modèle sportif, pour qu'on pensait que la fédération concret, il n'avait pas de culture pour gérer bien l'offerte sportive. En ce cas, la voile, c'était une des installations que la mairie de Barcelone il a géré directement. Moi, j'ai entré comme directeur après les Jeux pour gérer techniquement et après, j'ai resté comme maximum responsable de l'installation municipale. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire un minimum d'investissement pour adapter la nouvelle installation pour être une école de voile, pour être une installation sportive. Et ici, on a fait un appel d'offres public. Il faut bien parler dans votre micro. Bien proche. En ce moment, on finit l'année prochaine. Et l'année prochaine, on doit retourner à refaire un nouveau appel d'offres de toutes les installations municipales. Et le rêve, c'est de trouver la manière qui gère l'installation. Au final, il gère pour ne pas faire de bénéfices directs, sinon pour les bénéfices pour les qui utilisent les installations. Et puis toujours, au final, la tendance, c'est de rentrer toujours une installation municipale, puis toujours tu appliques des prix plus privés que pas publics. Et en ce moment, le rêve de la mairie, c'est de retourner un peu à être plus accessible des tarifs de l'équipement public. Édouard Donnelly, l'époque des Jeux Olympiques bâtisseurs, est-ce que c'est une époque, une période révolue? Je ne pense pas que ça soit révolu, parce que je pense qu'il y aura toujours des pays... tu citais l'exemple de Sochi,
Il y aura les Jeux d'hiver à Pékin en 2022. Il y aura toujours des pays qui ont des capacités d'investissement qu'on n'a plus en France, qu'on n'a plus en Union européenne, et qui iront dépenser des milliards parce que finalement, l'enjeu est ailleurs, et même si ça fait ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire ces équipements qui sont construits pour une grande compétition et qui restent désespérément vides ensuite, voilà, il y a des pays où c'est pas l'enjeu. Il y a tellement d'argent et l'enjeu est tellement fort diplomatiquement que il va falloir aller marquer les esprits en faisant les stades les plus gigantesques et beaux du monde, quel que soit l'investissement, quoi. Mais aujourd'hui, la manière dont quand même la majorité des pays abordent ces grandes compétitions et notamment les Jeux Olympiques, c'est je ne construis en dur que ce dont je suis sûr d'avoir besoin ensuite. Quitte à construire totalement temporaire, parce qu'on a besoin d'une quinzaine d'arénas pour organiser les Jeux Olympiques de manière pérenne. Bien entendu, on n'a pas besoin de 15 arénas en région parisienne ou nulle part dans le monde d'ailleurs. Donc là, l'impératif, c'est de construire des structures temporaires qu'on démonte complètement après, ce qui n'est pas forcément évident. Une des raisons pour laquelle on l'a peu fait, c'est que souvent on s'est rendu compte que ça coûte pratiquement le même prix en construction. Seulement on pense peu à l'entretien derrière et au gouffre que va représenter et en termes d'image, en termes de développement durable. Donc heureusement aujourd'hui il y a eu quand même beaucoup de recul. Je pense que les crises économiques et l'enjeu de développement durable a quand même durablement fait passer dans les esprits qu'il fallait construire de manière beaucoup plus raisonnée pour ces grandes compétitions. Et je pense que de toute façon, et heureusement, les populations sont plus du tout prêtes à supporter. Et c'est ce qu'explique qu'un certain nombre de villes se soient désengagées récemment des dernières candidatures, notamment pour les Jeux Olympiques. Et c'est l'ambition de Paris de montrer, je crois que tu le disais justement, qu'un autre modèle est possible, justement, que de construire moins, construire mieux. On peut organiser des Jeux Olympiques. Même si finalement le programme de construction est très faible par rapport aux nations précédentes. À l'échelle des territoires, Patrice Canaillé, l'équipement sportif pour un club par exemple, comme le Montpellier Handball, la construction d'un club, l'économie pour un club, c'est fondamental. Et ce sera peut-être un des enjeux des municipales ici, le projet de stade. À moins qu'on nous autorise à aller jouer nos matchs dans la grande salle de Paris pour jouer la Ligue des Champions, je ne vois pas en quoi ça va nous servir. Madame la ministre, je ne me rappelle pas si le rapport sur les grandes salles, sur les arénas qui avait été commandé par Daniel Constantini, qui avait été demandé, je pense que c'était avant que vous arriviez au gouvernement, il me semble, hein, un magnifique rapport qui avait demandé 1 an de travail et qui incitait à construire des arénas partout en France avec un modèle de développement. Il s'en est construit en tout et pour tout une. La seule qui a été construite, elle est aujourd'hui à Montpellier. Et quand il y a eu la désignation du championnat du monde de handball, tous les matchs du handball de haut niveau se sont faits dans des salles éphémères, c'est-à-dire dans la salle XXL à Nantes et dans le stade Pierre-Mauroy à Lille. La seule salle qui répondait aux normes du cahier des charges qui avait été commanditée par le dossier sur les arénas, elle a eu que quelques malheureux matchs de poule. D'ailleurs, on voit bien, on organise un colloque sur l'économie du sport pour 2025 et on est, je pense, on a bien avancé et on n'a parlé que des Jeux Olympiques. Vous voyez bien que ça phagocyte tout. La question pour nous aujourd'hui qui se pose, c'est pour l'Occitanie, qui est une région de 5 millions d'habitants, c'est quoi 2025 ? C'est quoi la perspective 2025 ? La question qui se pose aux politiques, c'est aujourd'hui, dans le cadre de la régionalisation, c'est quoi ? C'est appliquer de manière décentralisée les décisions de l'État ou c'est pour une région de 5 millions d'habitants de prendre son destin en main et de dire voilà ce qu'est la politique régionale autour du sport que l'on veut mettre en place. On a un peu l'impression aujourd'hui que par moment c'est la faute à l'État, par moment c'est la faute aux régions. La vraie question, en tout cas moi, je me positionne comme ça, voilà, parce que je suis d'ici et que j'ai une grande appétence, même si j'ai habité pendant 12 ans à Paris, une grande appétence pour cette région. Je dis aujourd'hui, c'est à l'Occitanie et à la métropole de Montpellier de prendre son destin en main, de construire les équipements dont elle a besoin. Aujourd'hui, c'est un débat qui va être un débat pour les élections. On a besoin d'un stade, on a besoin d'une aréna. Ça va être financé comment ? Le privé, le public ?
Qu'est-ce qui va faire vivre les clubs de haut niveau? Comment le FIS, qui est un grand événement régional, national et international, va se développer? Voilà les enjeux. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de ça. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que les JO phagocytent tout. Et quand ils partiront, il ne restera pas grand-chose. Et donc, l'idée pour moi, c'est de faire en sorte... Le point où je suis d'accord, et là je suis d'accord avec vous, si on arrive à faire évoluer les mentalités sur le sport et la santé, sur le sport et l'éducation, le sport et les femmes, le sport et le handicap, si on arrive à faire évoluer les mentalités, ça sera intéressant. Et faire évoluer peut-être le sport aussi. Ça, je ne le sais pas. Je continue. Le développement du sport qui va être impacté aussi par les mutations démographiques, on en a parlé tout à l'heure, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, la digitalisation du monde également. Est-ce que tout ça, ça ne doit pas nous amener aussi à penser le sport de demain en termes de pratique? Voilà, on est pratiquant, on n'a peut-être plus envie de prendre une licence. Est-ce que vous, Patrice, dirigeant de club, il faut réfléchir différemment? Qui veut peut-être... Je sais pas, moi, je suis issu, comme beaucoup ici, je vais dire, du mouvement sportif, comme on dit, avec ma licence. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a plus de 30% des femmes qui font du sport en dehors, je vais dire, d'un club sportif. Et donc, on voit que ça veut dire que l'offre qu'on leur propose, je vais dire, ne correspond pas à leur envie, à leurs besoins. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus d'innovation en matière d'outils. On est là avec nos applications qui se développent pour la pratique sportive de loisirs, pour faire des compétitions entre nous, pour aller chercher son coach sportif, etc. Et donc, tout ça, ça doit évidemment être pris en compte. On parlait du sport santé, mais quand même, un des freins, c'est que finalement, le mouvement sportif est souvent vécu, à commencer par les familles, à commencer par les gens qui ne font pas d'activité de compétition, pour un lieu où on fait de la compétition. Et donc, aujourd'hui, cette dimension, je vais dire, de pratique d'activité physique, on a besoin, je vais dire, de prendre en compte des nouveaux besoins. Et des nouveaux besoins qui sont, c'est vrai, sur le vieillissement de la population, qui sont sur du sport loisir, où on n'a pas envie de faire de la compétition. Et puis, les clubs sportifs eux-mêmes ont commencé à s'organiser différemment par rapport, justement, à ces nouvelles demandes. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont... je veux dire, sur lesquels on n'a pas le droit de ne pas s'interroger. Tous les outils d'innovation qu'on voit aujourd'hui, de l'application pour courir aux vêtements connectés, je veux dire, au stade connecté, à améliorer la vision du spectateur, etc. Tout ça, ça fait partie de ces nouveaux enjeux qui doivent nous permettre pas de sortir, mais d'évoluer d'une organisation assez stéréotypée qui a toujours été celle de l'organisation du mouvement sportif, des territoires, de l'État. Et bien ça, aujourd'hui, ça doit matcher, ça doit se challenger différemment avec des enjeux qui sont parfois des grandes compétitions, parfois, je dirais, des politiques territoriales lors des périodes électorales. Et puis, je termine juste par un petit élément. On n'a pas parlé, finalement, du grand événement en France, qui est celui qui est le plus accessible et qui va dans tous les villages et tous les territoires, qui est la plus belle carte postale de la France et qui est d'accessibilité gratuite, qui est le Tour de France. Aujourd'hui, c'est l'événement le plus médiatisé. C'est l'événement le plus médiatisé dans le monde, c'est la plus belle carte postale de la France. Comment chacun... Et ça veut dire aussi, dans les débats que nous avons, qui opposent nos villages aux territoires urbains, c'est-à-dire il n'y a plus beaucoup d'événements sportifs. Toi, tu parlais de la province et de Paris, et tu as raison. Mais c'est quoi l'urbain et la campagne? C'est quoi tous ces débats qu'on a en ce moment? Qui est-ce qui va encore, finalement, dans ces territoires, comme grand événement, c'est le Tour de France? Et qu'est-ce qui reste? Souvent, c'est le terrain de foot. Et donc, je crois qu'on a aussi besoin de réfléchir sur ces politiques territoriales, à ce qui existe entre les grands événements et la façon dont certains, pourquoi, sont encore très présents sur les plus petits territoires. Et les communes se battent. On va donner la parole à Raïssa Briand, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu. Rebonjour, Madame Briand. Madame Fournéron évoquait les innovations. Vous êtes
acteurs, en tout cas vous accompagnez les acteurs de l'innovation dans l'économie du sport. 2 entités donc se sont associées pour lancer Sport et Performance Capital, un fonds d'investissement français dédié à l'économie du sport. Avant de nous expliquer peut-être les enjeux de ce fonds, nous présenter déjà cette structure, Seventure Partners. Oui, en quelques mots. Alors, je suis Raïssa Briand, donc je travaille chez Seventure, c'est le groupe BPCE auquel appartient aussi la caisse d'épargne. Et alors, je vois les visages se fermer tout de suite dans la salle parce qu'on a parlé de sport, on est venu pour écouter Madame la Ministre, pour prendre un selfie avec Emmanuel Petit, je pense. Et je comprends complètement, j'ai eu le plaisir de le faire aussi. Et vous êtes en train de vous dire, bon ben voilà, on a une banquière en face de nous, c'est quand même un peu moins sexy. Eh bien, détrompez-vous pour plusieurs choses. D'abord, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pareil dans l'économie du sport. Si on parle d'économie du sport dans cette thématique-là, il y a aussi le mot économie. Donc l'économie du sport, c'est vraiment l'argent qui va driver cette économie-là. Ensuite, nous, chez Seventure, on n'est pas des banquiers comme tout le monde. Déjà, la banque a beaucoup changé, hein, elle s'est beaucoup réinventée, donc ne croyez pas que c'est pas sexy, la banque, c'est plus vrai. Et puis chez nous, chez Seventure, il n'y a pas vraiment de banquiers, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des ingénieurs. Notre boulot à nous, au quotidien, c'est de trouver des startups, des entrepreneurs innovants, peut-être que ce sera vous demain, et de leur donner des moyens pour développer leurs projets. On finance, on entre à leur capital, on finance leur entreprise, leur création, leur amorçage, leur développement. On les accompagne dans leur croissance pendant une période assez longue de plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui est un travail très, très riche, très enrichissant pour tout le monde. Et on le fait dans 2 secteurs d'activité, le digital, vous avez parlé du digital, donc le digital c'est vraiment un de nos cœurs de cible, et la santé, vous avez parlé de la santé, donc on est vraiment à fond dans ces thématiques-là. À qui s'adresse ce fonds, Raïssa Briand ? Ce fonds, déjà vous avez parlé, c'est vrai, on a parlé des JO. Les JO, c'est en 2024. Il y a beaucoup de préparation avant, il y a beaucoup de suites à l'issue des Jeux. Mais moi, j'ai la chance, nous, chez Seventure, on a la chance d'être adossé à un partenaire qui s'appelle la Caisse d'épargne, encore une fois. Hein. Désolée, mais en fait, qui est un acteur, un sponsor du sport dans la durée. Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour ce groupe et j'ai toujours vu la Caisse d'épargne aider le monde du sport, les sportifs, mais aussi le monde du sport. Donc voilà, c'est une fierté parce que c'est pas que un one shot pour les Jeux Olympiques 2024, ça va bien au-delà. Néanmoins, cette idée, elle est née de la participation aux Jeux Olympiques de 2024 et au fait que le groupe soit sponsor premium. Alors à qui ça s'adresse ? Peut-être que dans la salle, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont envie de développer un projet dans le domaine du sport. Donc nous, on est vraiment en attente de tous ces projets. Notre fonds d'investissement va financer des projets dans plusieurs sous-secteurs d'activité qui sont liés à l'économie du sport. On va avoir 80 millions. 80 millions, c'est ridicule quand on parle d'infrastructure. Je ne sais pas ce qu'on a avec 80 millions pour construire un stade, mais à mon avis, rien du tout. Un petit peu quand même. Ça commence, ouais. Ah, bah alors on pourrait presque. Mais le problème, c'est que nous, notre objectif, c'est de financer plusieurs entreprises. Combien d'entreprises, Madame Briand, vous souhaitez ? Combien d'entreprises ? On pense on espère trouver une quinzaine d'entreprises pendant les 4 prochaines années qui viennent. Donc on fait un appel à projet ici en Languedoc-Roussillon sur les 4 prochaines années qui viennent. Envoyez-nous des dossiers. Et puis on annoncera pour les JO le portefeuille final et notre boulot avec la Caisse d'épargne, ça va être de continuer à financer et à accompagner les entreprises après. On a plusieurs sous-secteurs d'activité dans l'économie du sport. Vous avez parlé des objets connectés, c'est une des grosses thématiques. Mais il y a énormément il y a d'autres sous-secteurs comme le coaching, comme l'événementiel, la nutrition, l'alimentation. Parce que pour nous, dans le domaine de la santé, il ne s'agit pas uniquement de créer une nouvelle molécule qui va guérir. Il s'agit surtout de faire de la prévention. Et par 2 biais, celui d'une meilleure alimentation,
donc des conseils nutritionnels. On est très très investi dans ce secteur-là, et aussi le sport, le mieux vivre, l'activité physique. Donc voilà, les sous-secteurs, ça va être ça, les objets connectés, les tracking de performance par exemple, comment améliorer sa posture pour éviter de se faire mal quand on pratique un sport, la nutrition, l'alimentation, le coaching, la pratique, donc quand même essayer de financer des nouveaux lieux. Notre objectif, en fait, c'est de mettre tous les Français au sport. Et puis le dernier, c'est la communication, les médias sociaux, tous les réseaux qui vont permettre de mieux communiquer autour des événements. Donc, s'il y a des clients potentiels ici, en tout cas des jeunes qui seraient intéressés, comment ça se passe ? Il faut vous écrire, donner-nous toutes les infos pratiques. On a une chance folle, c'est qu'on est adossé à un groupe qui est très présent sur tous les territoires en France, de Maubeuge à Lunel, à Colmar et puis Vannes, parce que moi je suis bretonne, alors je le dis. Donc voilà, on a des caisses d'épargne qui sont partout sur le territoire français. Vous pouvez aller dans les caisses d'épargne, vous pouvez évidemment contacter directement la société de gestion Seventure si vous préférez. On reçoit environ 2500 dossiers chaque année d'entrepreneurs innovants, d'entrepreneurs qui ont une innovation à développer ou une entreprise à créer. On en retient 8. Alors il y a beaucoup de postulants, il y a peu d'élus, mais on a de belles histoires à raconter et notamment en Languedoc-Roussillon, je voulais quand même le préciser, on a un portefeuille aujourd'hui avec 100 entreprises qu'on continue d'accompagner et qu'on a financées. Il y en a à peu près 50% qui sont à l'étranger, donc 50% en France, 50 en France, et il y en a 3 dans l'Hérault. Donc voilà, vous avez un territoire qui est très riche, on le sait. Et en plus, ces 3 sociétés qui, je trouve, sont belles pour l'instant, qui vraiment ont une croissance assez fidèle au business plan qu'elles nous avaient présenté. Donc on a confiance dans votre région. Merci Raïssa. Edouard, non ? Vous vouliez rebondir ? Moi, je voulais continuer d'évoquer les chiffres. L'économie du sport en termes... Je trouve que c'est le bon exemple du projet qui n'a pas besoin des jeux. C'est pas un fonds qui est dédié aux jeux, c'est pas un fonds qui a une horizon à 2024, il a un horizon bien plus large. Mais je crois qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu les jeux, il n'y aurait pas eu ce fonds. En tout cas, pas maintenant, pas avec ces fonds-là, etc. C'est-à-dire que la BPCE se met à être partenaire des Jeux, dit je veux pas être simplement sponsor comme on l'était encore il y a 30 ans où j'ai juste mon nom autour des terrains, puisqu'en plus au jeu on n'a pas son nom autour du terrain et il n'y a pas de marque.